Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Paul. Bonjour Majdeline. Merci d'avoir accepté cette invitation du Gagne-Pain. Paul, tu es Data Protection Officer chez Dentsu. Oui. Alors en français, c'est un mot aussi, parfois on peut le lire. On dit aussi délégué à la protection des données. Délégué à la protection des données. Mais c'est moins sexy parce que Data Protection Officer, on peut dire DPO au final, ça claque un peu. Ça claque un peu. Bon, on le traduit en français. Exactement. Délégué à la protection des données. Tout à fait. Donc on va avoir l'occasion quand même de revenir sur le métier, sur ton entreprise, mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Je suis un Parisien de 30 ans. J'ai grandi en fait toute ma vie à Paris. Puis ensuite, après le bac, j'ai commencé mes études au sein de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc des études de droit principalement. J'ai fait tout mon parcours là-bas, 2 Master 2, un Master 2 en droit de la communication précisément, et puis un autre Master 2 en droit du multimédia et de l'informatique. Alors aujourd'hui, les noms de ces Master 2 ont un peu changé, je crois qu'ils s'appellent droit du numérique et droit de l'audiovisuel, mais c'est principalement ça. Et après ça, j'ai intégré la société dans laquelle je suis, donc qui est une agence de publicité, qui est le groupe Dentsu, et j'ai progressé au sein de Dentsu jusqu'à devenir DPO en 2020. Voilà. Okay. Pour l'ensemble du scope français. Ok, merci Paul. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel du coup, juste après tes études ? Juste après mes études, il se trouve que je suis tombé sur une offre de stage au sein de ce qui était à l'époque Dentsu Aegis Network France, au sein du service juridique, que j'ai intégré. J'ai fait mon stage de 6 mois et puis au cours du stage, j'ai commencé à travailler avec la personne qui allait être nommée Data Protection Officer à ce moment-là, mon prédécesseur. Puis le courant s'est très bien passé, on a très bien collaboré ensemble, ce qui fait qu'à l'issue de mon stage, j'ai intégré ces équipes. On était à ce moment-là en 2017-2018, donc juste avant l'arrivée du RGPD. Donc il y avait une nécessité de se staffer par rapport à la protection des données. Surtout, vu l'espèce d'angoisse qu'il y avait un peu partout à ce moment-là, c'était assez rigolo. Donc, on avait une nécessité de staffer. Moi, j'avais l'habitude de travailler sur ce sujet-là déjà depuis quelques temps avec du coup mon prédécesseur. Et donc, j'ai intégré ces équipes en tant que juriste protection des données. D'accord. En décembre 2019, mon prédécesseur a quitté la société et on m'a proposé, du coup, de le remplacer, de prendre sa place en tant que DPO pour l'ensemble du périmètre France. Ok. Et que fait Dentsu alors ? Alors Dentsu, c'est une agence publicité qui est spécialisée dans le média, dans la créa et dans le CXM. Alors, ça fait un peu des mots très sectoriels, je sais. Mais en gros, le média, c'est qu'on est intermédiaire d'achat d'espace pour le compte de nos clients. D'accord. On a des clients qui veulent diffuser de la publicité. Et nous, on va se charger de leur proposer un plan de diffusion. On va dire, c'est intéressant de diffuser sur telle ou telle régie, tel ou tel support, etc. Créa, on va créer des publicités pour le compte de nos clients. Et CXM, c'est tout ce qui a trait à l'expérience utilisateur. D'accord. Donc, à la gestion, par exemple, de programmes de CRM, de programmes de fidélité client, par exemple, ou de programmes de contact client, etc. Enfin, ça peut aller très loin, le CXM. C'est pas seulement ça. Et c'est une abréviation, CXM ? Oui, c'est Consumer Experience Management. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Paul, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes en tant que DPO ? Moi, mon activité principale, c'est quand même de m'assurer que l'entreprise soit conforme en matière de protection des données à caractère personnel. Pour ça, en fait, il y a 2 champs. Il y a un premier champ, c'est déjà le contrôle de tout ce qui fait partie des activités usuelles de l'entreprise. C'est-à-dire, on va utiliser des données à caractère personnel, par exemple, pour gérer nos employés, pour faire en sorte qu'ils soient correctement payés, etc. Tout ça, on va utiliser leurs données à eux, dont on a besoin pour
traiter ces éléments-là. Ça, c'est pour ce qui est de nos activités un peu internes, mais ça, toutes les entreprises l'ont. Ensuite, pour le compte de nos clients, là aussi, on va avoir des utilisations de données à caractère personnel. Parce que dans le milieu de la publicité, et notamment de la publicité numérique, on ne peut pas diffuser de publicité sans utiliser aujourd'hui des identifiants qui ne soient pas directement référents à une personne physique, hein, on s'entend bien, mais qui peuvent permettre de manière indirecte de potentiellement retrouver une personne physique ou un terminal. Donc du coup, ces identifiants-là, on va les qualifier tout simplement de données à caractère personnel. Ce qui explique que ce scope-là aussi, on doit vérifier qu'on respecte bien la réglementation. Ça va passer par du conseil aux équipes qui sont chargées des clients, parfois du conseil aux clients, et puis ensuite de la vérification des fournisseurs avec lesquels on peut travailler, des échanges avec les régies en particulier pour essayer d'avoir une idée de comment est-ce qu'elles traitent leurs données à caractère personnel. Et est-ce que tu as un travail de contrôle aussi derrière ? Oui, forcément. Parce que cette vérification-là, c'est justement une première étape de contrôle. Alors, ça a l'air simple de le dire comme ça. Mais en fait, pour avoir une vérification qui soit faite de manière correcte, il faut non seulement mettre en place le contrôle, mais il faut mettre en place en plus un système de gouvernance. C'est-à-dire que tout seul, je ne peux pas m'occuper de l'ensemble des activités de la société. Donc, j'ai tout un réseau de relais au sein de l'entreprise qui me remonte des points importants par rapport à leur unité, par rapport à leur activité du moment, etc. Ou qui me mettent en relation avec les fournisseurs ou avec les clients pour justement opérer ces vérifications-là. D'accord, c'est clair. Tu nous as parlé tout à l'heure de la RGPD. Oui. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est ? C'est quand même la chose qui me fait vivre, donc oui, il faudrait peut-être commencer par ça. Le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données européen. C'est un texte qui a été voté en 2016, qui est entré en application en mai 2018, et c'est un texte qui a créé tout un ensemble d'obligations pour les entreprises à respecter vis-à-vis de la protection des données. Bien sûr, ces obligations, les entreprises ne les suivraient pas, ou en tout cas pas de manière aussi scrupuleuse qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas quand même des sanctions derrière. Et les sanctions, elles sont plusieurs types. Déjà, il y a la sanction de publicité de la sanction, voir son nom affiché dans la presse grand public comme ayant traité des données d'une mauvaise façon. Ça fait jamais plaisir. Ça peut quand même représenter une atteinte à la réputation pour tout un tas de marques. Donc, la plupart veulent s'en défendre, ou même tout un tas de sociétés. Et au-delà de ça, il y a des sanctions financières. Et les sanctions financières qui peuvent être très élevées, parce qu'on parle de sanctions jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. C'est énorme. 4% du chiffre d'affaires annuel global. Ce n'est pas le chiffre d'affaires annuel en France. Donc, c'est très violent. Ça fait penser un peu au modèle de sanctions européennes, par exemple, en droit de la concurrence aussi, où on retrouve cette notion de sanctions sur un pourcentage annuel du chiffre d'affaires de l'entreprise. En droit de la concurrence, on est sur des montants qui sont encore plus élevés, à 8%, mais déjà 4%, c'est quelque chose qui est très élevé. Ça explique qu'on ait certaines entreprises, des GAFA, qui se prennent des amendes de 60, 150, 200 millions. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, non seulement d'un point de vue réputationnel, mais aussi d'un point de vue tout simplement de maîtrise de ses coûts. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ça. Et donc, pour faire attention, ce texte-là, il a créé au sein de chaque type d'organisation, parce que ce n'est pas seulement le secteur privé qui est concerné, c'est aussi le secteur public et aussi les associations, un rôle très particulier qui est le mien, donc le rôle de Data Protection Officer ou de délégué à la protection des données en français, qui, en fait, est chargé au sein de l'entreprise un petit peu d'être le relais de la CNIL. Donc, par exemple, c'est un rôle très particulier parce que notre statut est garanti par la loi. Donc, par exemple, mon indépendance est garantie par la loi. L'absence de conflit d'intérêts aussi est garantie par la loi. Donc, je ne suis pas directement preneur de décision au sein de ma société. Mon rôle, c'est de donner des conseils à ma société pour faire en sorte qu'elle respecte le RGPD. Charge à elle ensuite de mettre en œuvre les conseils que je lui donne. Paul, selon toi, quels sont les
3 principales compétences requises pour ce job? Alors, déjà, je pense qu'il faut être rigoureux. C'est le premier point. Il faut être rigoureux, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en tant que DPO, on ne travaille pas dans son coin. Donc, il faut être aussi en capacité d'amener la discussion et de porter cette discussion avec d'autres personnes. Donc, il va falloir, souvent en matière de protection des données, surtout dans le numérique, faire le choix de un peu sortir de sa zone de confort et d'acquérir de nouvelles compétences. D'accord. Notamment de nouvelles compétences techniques ou de nouvelles compétences juridiques. Ça dépend du profil de DPO. On pourra en parler plus tard. Il y a plusieurs profils de DPO. Mais surtout, d'aller un peu plus loin. Et je dirais la 3e compétence essentielle, c'est vraiment d'être à l'écoute. C'est, bien sûr, en tant que DPO, ou même en tant que juriste, de manière générale, on est souvent sollicité comme, entre guillemets, sachant, et donc on est censé apporter le savoir. Oui, mais ça ne doit pas se faire en ignorant ton interlocuteur. Et en matière de protection des données, ce qui est assez génial, c'est qu'on a des grosses obligations, mais qu'on a tout un tas de moyens de respecter la réglementation, et donc d'arriver à un niveau de conformité satisfaisant en faisant un choix. Et en faisant un choix qui a des conséquences business. Et c'est là où vraiment l'intérêt se trouve, en tout cas de mon point de vue, et c'est là où vraiment on peut apporter une plus-value en tant que DPO au business et aux équipes. Attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne un DPO? Alors, un DPO, je suis allé regarder sur cette question, parce qu'en effet, tu me l'as demandé un peu avant, mais un DPO, dans le secteur, suivant les années d'expérience, ça peut gagner entre 40 000 et 70 000. D'accord. Voilà. C'est à peu près la fourchette qu'on a sur l'ensemble du métier. Parce qu'on est quand même sur un métier où les profils sont très différents, avec des années d'expérience qui sont quand même très hétérogènes. Bien sûr, plus on a d'années d'expérience, plus la rémunération va monter. Pour, en tout cas, de ce que j'ai vu, de 0 à 3 à 5 ans d'expérience, on est entre 40 et 50 000, 55 000. D'accord. À peu près, la fourchette. Ok. Paul, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier? Eh ben, juste prendre mes marques, en fait, le définir, m'installer, tout simplement. Mais oui, mais parce que le métier de DPO, en fait, il est nouveau. Ouais. Alors même si on est bien guidé par les recommandations de la CNIL ou directement par le texte du RGPD, c'est quand même un métier encore qu'il faut définir, en fait. Et il doit correspondre à déjà un objectif. L'objectif, c'est certes d'être conforme, mais d'accompagner les équipes, de les accompagner et d'être une plus-value, encore une fois, pour la société dans laquelle je m'inscris. Donc, ça suppose d'aborder la fonction d'une manière particulière et de déjà s'interroger sur comment l'aborder, en fait, tout simplement. Et du coup, en parlant de définition de métier, donc tu nous as dit qu'il y avait différents types de DPO. Est-ce que tu peux les définir concrètement ? En termes de parcours, oui. Il y a les DPO, en général, ils sont issus de 2 à 3 parcours. D'accord. On peut identifier. Le premier parcours qu'ont les DPO, la grande majorité, en tout cas d'après la plupart des études qui sont faites, ce sont des juristes. Okay. Ce sont des gens qui ont fait du droit. Donc, ce sont des gens qui sont très calés sur la partie juridique, mais qui doivent quand même, et j'insiste dessus, qui doivent quand même ensuite aller plus loin sur la partie technique, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la technique, en tout cas. Ça, c'est mon point de vue. Le deuxième parcours des DPO qu'on rencontre assez souvent, c'est des DPO qui viennent justement de la technique. Donc, qui peuvent être informaticiens, ingénieurs, développeurs, etc., mais qui sont sensibilisés déjà et qui ont déjà acquis ces compétences-là. D'accord. Et là, du coup, eux, le travail, ça va être d'acquérir les compétences légales. Alors, ils peuvent les avoir déjà acquises. Il y a tout un tas de certifications, par exemple, qu'on peut passer pour devenir des DPO. Mais
l'essentiel va se trouver de ce côté-là. Ensuite, il y a un troisième type de profil, qui est un profil plus managérial / commercial, plus de conseils, général en IT. Donc là, c'est pas nécessairement des profils qui sont très techniques ou ni des profils qui sont très juridiques, mais qui vont aussi pouvoir s'investir en tant que DPO de par leurs compétences particulières en tant que manager ou en tant que commercial, parce qu'il faut quand même mobiliser les équipes sur un sujet qui est pas nécessairement porteur, ou en tout cas qui en soi ne rapporte pas tout de suite de business. Donc là encore, c'est des qualités qui sont requises, et certaines organisations font appel à ce type de profil-là. Quelle est la journée type d'un DPO ? La journée type d'un DPO, ça va être d'avoir d'abord sûrement quelques réunions. Parmi ces réunions-là, j'aurai sûrement une réunion avec le service juridique de la société dans laquelle je travaille, parce que même si, comme je disais, je suis indépendant, et ça, par la loi, on ne peut pas faire l'économie d'une collaboration étroite et régulière avec le service juridique. C'est quand même les premiers interlocuteurs. Ensuite, ça va être des réunions avec des équipes clients ou des équipes techniques sur des problèmes particuliers par rapport à certaines campagnes, etc. Déjà le traitement, ensuite, de tous les documents supplémentaires, parce que c'est pas une réunion qui va nous permettre de déclarer que telle activité est conforme ou tel fournisseur est conforme. Il faut derrière s'assurer que les contrats correspondent bien à ce qu'on a, que ensuite, toutes les documentations en matière de sécurité ou en matière de protection des données correspondent bien aux attentes que l'on peut avoir ou aux attentes que nos clients peuvent avoir. Donc là, il va y avoir pas mal d'analyses aussi, et ça va prendre un petit peu de temps. Et si on a le temps, ensuite, c'est de la veille technologique et de la veille juridique. Mais déjà, je pense que ça fait une journée qui est bien remplie. Ça fait une journée bien remplie, c'est clair. Et du coup, Paul, quelle est la tâche qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Alors, la tâche qui me plaît le plus, moi, c'est surtout d'être au contact de mes collègues, des collaborateurs de l'entreprise, de pouvoir répondre à leurs questions, à leurs problématiques, et de pouvoir faire en sorte qu'on délivre déjà un service qui soit impeccable à nos clients, et de pouvoir faire en sorte de tout simplement de faire progresser l'entreprise. Ce qui me plaît le moins, c'est plus sur la partie contrôle, c'est un peu entre guillemets, de fliquer. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. Par exemple, si on veut faire en sorte d'avoir quand même un niveau de protection des données normal, encore une fois, le DPO, il ne peut pas travailler seul. Donc c'est nécessaire de faire en sorte de former l'ensemble des collaborateurs. Mais lorsqu'on a des formations qui doivent être faites à distance et que quelques collaborateurs ne les ont pas encore fait, je dois dire que courir après les collaborateurs récalcitrants pour qu'ils la fassent, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ouais, c'est clair, j'imagine bien. Est-ce que tu as eu une grande surprise en arrivant dans ce métier ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment en fait l'évolution du métier. C'est déjà l'aspect un peu de panique, encore une fois, qu'il y avait en 2018, qui vraiment... J'ai du mal encore aujourd'hui à m'en remettre ou à y croire, parce qu'on avait tout un marketing de la peur qui s'est développé auprès des marques et des sociétés. Et si je peux me permettre, on l'a aussi ressenti dans notre boîte mail le matin quand on s'est réveillé. On l'a vu. Alors forcément, il y avait ceux qui se réveillaient un peu tard le 25 mai et qui ont tout envoyé le 25 mai 2018 en disant « S'il vous plaît, donnez-nous votre consentement pour qu'on garde votre donnée ». Mais dans les mois qui précèdent, on a reçu que ça dans nos boîtes mail. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a assez surpris, parce que c'était pas un texte qui était inconnu pour moi quand je travaillais, mais quand même, tout le monde a réussi un peu à être en retard au final. Ce que je trouve un peu rigolo. Et le deuxième truc qui m'a surpris, c'est que même si tout le monde a réussi à être en retard, il y a quand même eu derrière une grande rapidité pour gérer une prise de conscience et une mise en application de ces règles, et du coup une conformité, alors là je parle sur mon secteur, mais de la plupart du secteur, sur les règles applicables en matière de protection des données, et notamment
sur les règles applicables en matière de cookies. Et toi, Paul, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment convaincus par ton discours et qui souhaiteraient faire ce métier de DPO? Déjà, mon premier conseil, ce serait pas de désespérer. Parce que on est sur un métier qui, comme je disais, avec des gens qui viennent quand même d'univers différents. Donc, ça peut paraître... En tout cas, je sais pas, je me dis ça, mais peut-être à tort, mais ça peut paraître un peu compliqué de mettre le pied dans la porte et de pouvoir rentrer si on n'a pas tout à fait le profil. Mon premier conseil, c'est pas de désespérer. Comme je disais, de toute façon, il y a des formations qui proposent spécifiquement des parcours pour les DPO. Donc, surtout d'aller là-dedans. Au-delà de ça, déjà, c'est aussi de rester informé, que ce soit au point de vue juridique. Là, ça peut être un peu plus compliqué. Il ne faut pas hésiter à aller dans des bases de données dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Dalloz est votre ami. Il faut être curieux. Exactement. Ou au point de vue technique. Et là encore, faire l'économie complète de la technique, c'est pas tout à fait recommandé, en tout cas. Donc, pas hésiter à rester informé, en tout cas, de ce point de vue-là, pour être sûr de pouvoir mettre le pied à l'étrier si jamais l'opportunité se présente. Paul, est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs des films, séries, livres ou podcasts en rapport avec ton métier? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. On pourrait commencer déjà, alors très classiquement et très historiquement, par tous les films qui sont liés à l'affaire Snowden. Pourquoi par rapport à l'affaire Snowden ? Parce que c'est quand même cette affaire, la révélation de cette affaire-là, qui a mené à l'adoption ensuite, en réaction, du RGPD en Europe. Donc, commencez par la base, commencez justement par un récapitulatif sur ce programme de surveillance de la NSA qui a été révélé par cette analyse de la NSA et Edward Snowden, c'est déjà pas mal. Donc là-dessus, je crois qu'il y avait un film d'Oliver Stone en 2016, par exemple, on peut commencer par ça. Ensuite, pour aller plus loin, dans le côté un peu plus utilisation abusive des données à caractère personnel, alors là, ça a été énormément traité dans la fiction. Donc il y a tout un tas de films, 1984, tout le monde en parle, Minority Report, où un algorithme prédit les gens qui peuvent commettre des meurtres. On peut avoir aussi la vie des autres. En termes de série, Mr. Robot est particulièrement intéressant. Alors, moi j'aime bien la saison 1, je vais pas regarder la saison 2, c'est mon truc. Mais c'est particulièrement intéressant. En termes de livres, bon, j'ai parlé de 1984, mais Le meilleur des mondes aussi, d'Aldous Huxley est vraiment bien. Et puis au-delà de ça, on peut regarder aussi du côté des documentaires ou que ce soit des films documentaires ou des livres documentaires. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y avait un film documentaire sur Arte qui était pas mal du tout, qui s'appelait Tous surveillés, 7 milliards de suspects. Bon, comme souvent il y a des petits raccourcis, mais franchement, c'était un des moins caricaturels que j'ai pu voir ces dernières années. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, peut-être sur arte.tv ou sur YouTube, ou en VOD payante, parce que je crois qu'Arte a un service de VOD payante. Et sinon, en livre, il y a un livre, moi, que j'aime particulièrement, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de la journaliste Judith Duportail, qui s'appelle L'amour sous algorithme, en fait. C'est un livre où elle fait un truc très simple. Elle demande à à Tinder, de lui fournir les données personnelles la concernant, suite à son utilisation de l'application. C'est à la fois assez rigolo, assez édifiant également, malheureusement, mais c'est assez intéressant. Pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent ? Déjà que c'est un beau métier, le métier de DPO. C'est un métier qui est excitant quand même. J'espère avoir fait passer cette idée-là, parce que même si on est en effet sur quelque chose qui est juridique, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas tout à fait non plus dans une fonction qui est que ça, qui représente que ça. Il y a plein d'aspects en fait au métier de DPO. Il y a l'aspect formation, il y a l'aspect contrôle, il y a l'aspect organisation d'une gouvernance, il y a l'aspect conseil. C'est quelque chose qui peut être
très intéressant, très enrichissant. Donc moi, je peux que vous encourager à aller dans cette voie-là. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.